Bienvenue à toutes et à tous dans le débat sur l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. La dissolution de la Commission électorale indépendante CEI est-elle la solution aux problèmes électoraux en Côte d'Ivoire? C'est le sujet du débat de ce jour. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans ce studio deux invités. Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Beta Michel, bonjour. Bonjour Khalil et Merci. bonjour à toute la rédaction de l'Intelligent TV qui nous fait l'honneur de nous inviter sur son podium, sur son plateau. Vraiment, merci à vous. Ça vous le merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons aussi sur ce plateau Lansina Karamoko. Il est analyste politique, membre du bureau politique du RHDP. Bonjour, monsieur Karamoko. Bonjour Khalil et bonjour à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Le sujet, il faut le savoir, fait suite à la conférence de presse tenue le lundi 4 novembre 2024 par le PPACI, le parti dirigé et fondé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a demandé la dissolution de l'organe électoral, le considérant comme une menace réelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, avant d'avoir vos avis sur cette proposition de dissolution de la CEI, une question à chacun d'entre vous pour engager le débat. Quelle est votre perception de la CEI actuelle? Beta Michel. Moi, ma perception de la CEI actuelle est celle que beaucoup d'Ivoiriens ont, c'est-à-dire que la CEI actuelle est composée de différentes entités, mais jusqu'ici, elle n'a pas réussi à rassurer les uns les autres quant à sa crédibilité, quant à sa capacité à conduire les échéances, les processus électoraux. Et c'est ce qui engendre tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces appels à sa dissolution, ces appels à la démission de son président. Moi, je pense qu'elle a prêté le flanc par son attitude, par ses prises de posture, par ses prises de position à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, moi, je crois que si on devait avoir mon avis, je pense que la CEI est comptable de tout ce qu'elle a pu engendrer contre elle de propos, je veux dire, qui appellent à sa dissolution. Est-ce que vous partagez cet avis, Lansina? Moi, je dirais plutôt que la CEI est à l'image de ce que les partis politiques ont souhaité. Parce que n'oublions pas que la CEI fonctionne sur deux bases. Il y a le fondement juridique et puis il y a les accords politiques. Donc c'est ce que les partis politiques à un moment donné ont décidé et qui donne la CEI que nous avons aujourd'hui, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que la CEI que nous avons actuellement, elle est, on va dire, à l'abri des influences politiques? Certains remettent en cause l'indépendance de cet organe électoral. Beta Michel, qu'est-ce que vous en dites? Non, la CEI, on ne peut même pas parler de son indépendance. La CEI est inféodée à... Parce qu'il faut le dire, ceux qui nomment sont ceux qui dictent. Hein? Ceux qui nomment sont ceux qui dictent. Quand on dit aujourd'hui la CEI a en son sein plusieurs représentants des partis politiques, au nombre desquels même le représentant du chef de l'État. Mais attends, le chef de l'État étant candidat à la présidentielle, mais vous espérez quoi de son représentant? Qu'il fasse ce que le chef de l'État lui demande. Et c'est ce qu'on voit un peu avec le président de la CEI. C'est que moi je dis aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de construire une nation, nous sommes en train de nous donner les instruments d'une démocratie, mais malheureusement nous n'y sommes pas encore, nous sommes encore un peu très loin. Parce que les hommes qui incarnent les institutions n'ont pas réussi encore à se départir de leur mandat. C'est la preuve avec les différents responsables de la CEI, notamment le président, qui voit que ses postures ces postures ressemblent très près à celles du RHDP. Et quand on sait que le président du RHDP, c'est le président de la République qui l'a nommé, bon, on ne s'étonne pas de voir que souvent les opposants sont en droit de demander que ce soit corrigé. Il y a des corrections au sein de cet organe chargé des élections. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus la responsabilité est du côté de ceux qui sont nommés
comme dirait l'autre, on prend souvent l'expression d'un juriste français qui dit « je vais avoir le devoir d'ingratitude ». Il faut qu'ils aient ce devoir d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui les nomment. Parce que tant que tu veux faire plaisir à celui qui te nomme, vraiment, tu as du mal à assumer pleinement ta mission. Et aujourd'hui, on le voit avec le président de la CEI. Il a du mal à assumer sa mission en toute équité, en toute indépendance. Alors, quand vous dites que la CEI est inféodée aux partis politiques, notamment au RHDP, parce que vous estimez que dans cette institution, il y a des gens qui ont été nommés par le président de la République, mais il y a aussi d'autres qui ont été nommés qui représentent l'opposition. On a des représentants du PPACI, du PDCI dans cette même institution. D'où vient alors cette inféodation aux partis politiques, notamment au RHDP? Non, vous savez, les partis de l'opposition l'ont déjà plus de fois rappelé. Hein. Quand on parle de surreprésentation, c'est celle du RHDP. C'est vrai que les autres sont là, mais les autres, leur voix ne peut pas porter plus que celle de ceux qui sont majoritaires. C'est toute la question. On sait tout ça et puis on accepte d'intégrer cette commission électorale indépendante. Mais c'est pourquoi j'ai parlé des individus. Dès lors qu'on intègre, est-ce que là on doit remettre en cause encore s'il te plaît. Son indépendance? J'ai dit la CEI est inféodée aux différentes entités de ceux qui l'ont nommé. Mais les individus, quand ils n'arrivent pas à se départir de ce devoir de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui les ont nommés. C'est ce qui crée cette question de suspicion-là. Moi, je veux toujours dire, je le dis tout souvent quand j'ai l'occasion de dire que le président de la CEI, il donne toujours l'impression de répondre à l'opposition que d'apporter des solutions. On me dit non, mais c'est une manière de faire de la pédagogie. Mais je dis ta pédagogie doit être adressée à tout le monde, pas à un seul camp. C'est ça aussi la question. Quand on voit que ta pédagogie, là, tu l'adresses plus à l'opposition qu'à ceux qui sont, ceux qui sont au pouvoir, on se dit, ben, tu donnes l'impression que tu réponds de ceux qui sont au pouvoir que de ceux qui sont tous, je dis, partie prenante de ta mission. Donc, le sénateur Karamoko, oui. Comment vous réagissez? Est-ce que M. Bettal a dit l'attitude du président de la CEI ressemble très pour très à celle du RHDP, comme quoi le président de la CEI et son institution sont au service du parti au pouvoir, le RHDP. Non, ils ne sont pas au service du parti au pouvoir. Et puis, cette CEI dont on parle, il faut remonter plus loin. Il y a eu une CEI en 2001 sous Gbagbo. Jusqu'aux élections présidentielles de 2010, il y a eu différents présidents qui se sont succédés, notamment Beugre Mambé, nommé par Gbagbo lui-même, après qu'il a contesté. Ensuite, il y a eu Youssou Bakayoko, nommé par Gbagbo lui-même, qui lui-même a contesté après. Mais on va les décontestations. Je crois qu'il faut une reconversion de mentalité. Mais seulement qu'avec les cas que vous citez, Beugre Mambé, on sait qu'il est du PDCI RDA. Mais est-ce que Gbagbo était obligé Youssou Bakayoko, on sait qu'il est du est-ce que Gbagbo, en son temps... Donc, on veut dire, à l'époque, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, oui, il a préféré mettre à la tête de la CEI des personnalités qui appartenaient à des partis politiques de l'opposition. Il n'était pas... Avec le RHDP, depuis que le RHDP est au pouvoir, on n'a pas constaté cela. Il n'était pas obligé, Gbagbo, de le faire. Mais il a fait quand même. Souvenez-vous. Non, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a rassuré le RHDP par aux élections. Non. Le RHDP n'a pas contesté de liste électorale. Le RHDP n'a pas demandé la dissolution de la CEI. C'est ça aussi. Moi, je parle de rassurer. Vous savez, on n'a pas dit que tout est clair, tout est bien, mais il faut rassurer les différentes entités. C'est là tout se joue. Alors, quand on envoie quelqu'un, comme il a si bien dit tout à l'heure, à la commission électorale te représenter, et qu'on lui dit que c'est l'individu, et qu'il répond, n'est-ce pas, des injonctions de son mandat. Mais il y a un problème. Vous-même, vous envoyez quelqu'un que vous contestez. Vous-même, vous envoyez quelqu'un que vous représentez sur lequel vous menez des suspicions. Mais quand est-ce qu'on sort de là pour faire convertir? D'abord, il faut une reconversion de mentalité en notre propre sein. Avant d'envoyer quelqu'un, il faut lui faire entièrement confiance. Quand il y va,
il faut continuer à lui faire confiance. Mais on n'envoie pas quelqu'un et puis 2 jours après pour dire lui, il n'est pas clair, je demande son remplacement. Alors, on est dans ce flou-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, les gens ont beau dire, selon la position... Vous souvenez-vous, en 2010, c'était précisément en février 2010, suspicion polémique, suspicion de fraude sur la liste électorale, 429 000 personnes ont demandé, enfin Gbagbo a dit qu'il y a 429 000 personnes que Begré Mambé en son temps était en train d'inscrire sur la liste électorale de façon frauduleuse. Le président qu'il était, il a pris l'article 48, il a dissous la CEI, il a même dissous le gouvernement. Il a demandé au président Soro Guillaume, le premier ministre Soro Guillaume, qu'il a reconduit juste après, de lui proposer un nouveau gouvernement dans les 3-4 jours, mais de lui proposer un nouveau format de la CEI, donc qui devrait être logiquement différent de celui qui était en place. Est-ce que cette action ne montrait pas la bonne foi, la bonne volonté du président? J'ai fini mon développement. J'ai fini mon développement. Processus électoral transparent. J'ai fini mon développement et vous comprendrez que ce n'était que du buzz. Parce qu'en réalité, Soro Guillaume a été reconduit. Il a reproposé les mêmes personnalités qui étaient au gouvernement. Et la même CEI est restée, sauf que c'est le président qui a changé parce que Gbagbo avait une grève particulière contre Begré Mambé. Il enlève quelqu'un, il met d'autres personnes, mais la CEI est restée telle. Parce que la CEI, c'est un accord qui met en place la CEI dans le format que nous avons aujourd'hui. Donc, une seule personnalité ne peut pas décider comme ça, tout de go, un matin, pour dire je fais les choses comme il le savait. C'est pourquoi il n'a fait que remettre ce qu'il avait enlevé. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est vrai qu'il a donné l'impression, tous ceux qui étaient en son temps au FPI, moi j'étais l'assistant de Mamadou Koulibaly, et on applaudit que bon voilà, maintenant on va avoir une CEI vraiment qui ne soit pas inféodée au parti. Bon, il faut. Et puis patatras, quelques jours après, rien ne bouge, les mêmes personnalités sont en place, seulement le président change. Alors on a compris qu'il y a peut-être que la chose était encore peut-être beaucoup plus profonde. D'accord. Voilà. Mais M. Bita, il y a eu quand même changement, même si c'est le président qui a changé, il y a eu quand même changement. On pouvait mettre en avant la bonne foi, la bonne volonté du président d'alors de conduire le processus électoral à bon port. Vous savez, moi, c'est ce que je m'évertue à faire comprendre. Nous sommes en train de construire une nation. Et quand on construit une nation, la première chose qui doit nous guider, c'est le souci de rassurer tout le monde. C'est-à-dire la loi doit être faite en sorte que tout le monde se sente impliqué. Il disait tantôt, la CEI qui était là, à laquelle ont participé toutes les entités politiques, au point que nous sommes partis aux élections. Mais c'est parce qu'elle rassurait. C'est parce qu'elle rassurait. Personne n'en s'est plaint. Elle est partie jusqu'où nous sommes arrivés aux élections, même si à la fin, nous avons eu ce que nous avons eu malheureusement, mais elle rassurait. Et c'est ce que nous demandons, que la CEI... Celle qui est là ne rassure pas. Elle ne rassure pas les entités, que le PPACI qui a produit un communiqué dans lequel elle a ressorti toutes ces grèves, au nom desquelles la difficulté à obtenir les pièces d'identité, la difficulté à avoir un discours cohérent de la part du président de la CEI, la difficulté à trouver les voies, j'ai dit des mécanismes qui soient à même de faire mobiliser l'énergie des populations autour de la révision de la liste électorale. Donc, voyez-vous, ils ne sont pas rassurés. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rassurer? Mais assoyons-nous à la table de dialogue. Et depuis longtemps, l'opposition appelle à un dialogue inclusif en vue de mettre les entités en place pour un processus électoral qui rassure, qui inclut tout le monde. Et le dialogue politique alors? Si l'opposition appelle au dialogue inclusif, comme vous le dites, mais il y a eu des dialogues politiques. Non, mais si on arrive à un dialogue, si on a eu des dialogues, qu'aujourd'hui encore une entité en demande, pourquoi ne pas lui servir ça? On va pas passer comme ça des dialogues en dialogue. On va pas s'en sortir. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Pour arriver aux élections en 2010, là, on a eu plusieurs dialogues.
Et puis on est arrivé là où tout le monde a été content pour aller au processus, pour accepter le processus. Donc le dialogue n'est pas plus difficile que le manque de dialogue. Le manque de dialogue rend la situation prête à exploser. Et c'est ça qui est dérangeant. Alors si l'opposition demande un dialogue inclusif, est-ce que cela voudrait dire, il faudra comprendre par cela que les dialogues politiques en Côte d'Ivoire ont été un échec? Non, un dialogue c'est pour avancer. Quand tu as avancé, tu es arrivé là. Il y a déjà un cadre de dialogue, non, mais le dialogue politique. Mais le cadre est rempli depuis combien d'années? Le cadre est rempli depuis combien d'années? Ils n'ont plus de dialogue depuis lors. Non, le cadre n'est pas rompu. Les dialogues, les discussions dans ce cadre permanent du dialogue-là, c'est font sur des sujets précis, à des moments précis. Oui. On ne peut pas passer, quelqu'un qui est à la tête d'un pays, ne peut pas passer tout son temps à se concentrer que sur le dialogue. Il y a seulement 1 an et demi qu'on ne parle plus de dialogue. Mais il n'y a pas belle lurette. Maintenant, le président l'a dit la dernière fois, il a instruit ses collaborateurs, certainement que dans peu de temps, on va aller à ce dialogue. Mais il y a des priorités, la priorité n'est pas le dialogue. Parce que je vous dis, il a si bien dit tout à l'heure que en 2010, le discours du régime en place rassurait l'opposition, mais l'opposition que nous étions était de bonne foi. Ça dit qu'on était ouverts, on faisait confiance. Quelle opposition? On faisait confiance. Non, laissez-moi parler. Monsieur Betta, vous allez nous laisser parler, après vous allez... Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. C'est parce que nous étions de bonne foi. On était ouverts à la discussion et on faisait confiance. Mais pourquoi ils ne font pas autant? C'est la suspicion permanente. Ils sont braqués, l'opposition. Vous voyez un peu. C'est ça, les deux mentalités. La mentalité de quelqu'un qui veut la construction du pays, qui veut qu'on avance à travers des discussions, et la mentalité de celui qui veut que les choses se fassent comme lui, il veut. C'est dans ce schéma que nous sommes actuellement. Le PPAC veut que les choses soient comme il veut. Mais pas comme cela devrait arranger les Ivoiriens. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas du chantage. Voilà, c'est tout. Donc pour vous, les critiques de l'opposition contre la CEI actuelle relèvent de la mauvaise foi je vous donne l'exemple pour étayer ce que je suis en train de dire. Quand Laurent Gbagbo est revenu de l'AE, il y a 2 choses seulement qu'il a prononcées. D'abord, il a dans un premier temps dit qu'il contestait jusque-là, que c'est lui qui avait gagné les élections, donc il contestait le régime de Ouattara, quand bien même il allait le rencontrer, qu'il a appelé Monsieur le Président. Et puis ensuite, il a négocié pour entrer dans cette CEI. Le PPAC a négocié pour entrer dans cette CEI. Si tu la sais confligée, tu la sais qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle est un FEOD, mais c'est ton combat, ton discours ne doit pas varier. Est-ce qu'il n'y a pas un représentant du PPAC dans cette CEI, dirigé par Kubert? Est-ce que c'est hier qu'ils sont entrés? Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie? Il faut être dedans pour mieux revendiquer. Mais est-ce que... Attendez, j'ai dit, la priorité pour eux, c'était de rentrer dedans. Laurent Gbagbo a pensé que tout c'était un boulevard pour lui quand il revient en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu compte à un moment donné que c'est vrai, il a bénéficié d'une grâce présidentielle, mais n'est pas sur la liste électorale. C'est ça son vrai combat. C'est ça son vrai combat. Sinon, ce n'est pas une question de CEI. Le vrai combat de Gbagbo a attiré l'attention des Ivoiriens et de la communauté internationale sur lui par rapport à ce qu'il doit être sur la liste électorale. Après, même si demain on dit sur la CEI qu'on doit changer, qu'est-ce qu'il va demander après? Attendez de voir. D'accord, on va donc attendre de voir. Monsieur Betta, quels sont, à votre avis, les principaux problèmes, défis auxquels fait face la CEI? J'ai cité le premier, c'est sa capacité à rassurer les entités engagées dans le processus électoral, y compris même les populations. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, quand on parle d'élection, les gens ne se bousculent pas pour venir se faire enrôler. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'aujourd'hui, vraiment, quand ils vont aux élections, ce qui sort des élections n'est pas leur volonté exprimée dans les urnes. Donc ils n'ont pas confiance à la CEI. Ils n'ont pas confiance à ceux qui sont chargés d'organiser ce processus électoral. Moi, j'ai dit, nous-mêmes qui sommes les acteurs, les observateurs avertis de cette scène politique, nous avons des raisons aussi de désespérer. Moi, j'ai dit toujours, vous savez, je dis toujours populaire, vous savez, il y a 3 entités qui sont dans un processus démocratique. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir
judiciaire. Le ministre de la Justice, il a à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Quand le ministre de la Justice se met devant les députés, ils sont le pouvoir législatif, pour dire que cette constitution ne permet pas à Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Et on se tombe qu'en 2019, cette constitution lui permet d'avoir un 3e mandat. Tu vois, c'est de nature à décourager même ceux qui pensent que ceux qui sont en charge de conduire les affaires de l'État sont crédibles au point de nous conduire là où nous voulons. C'est pour dire quoi? Moi, je le dis, c'est vrai, aujourd'hui, il faut appeler les jeunes à se faire enrôler. Il faut dire aux uns et aux autres, il faut commencer à faire confiance à nos institutions. Mais les institutions aussi doivent rassurer. C'est ça aussi la discussion. Elles doivent rassurer ceux qui les observent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si le PPAC a révélé tout ce qu'elle a révélé, en ce sens qu'elle estime que la confection des pièces admises pour l'enrôlement sont difficiles, elle a admis aussi que le président de la CEI, par son discours, a semé le doute dans l'esprit des usagers de la CEI. Ils ont estimé aussi qu'il y a certains lieux où il devait y avoir des bureaux de vote ouverts qui ne sont pas ouverts à l'étranger, comme en Côte d'Ivoire. Ils ont énuméré un certain nombre de griefs contre la CEI. Et à ce titre, ils ont demandé sa dissolution. Moi, je crois que c'est là l'occasion, quand on voit ces griefs-là, quand on voit la pertinence de ces griefs-là, c'est l'occasion d'ouvrir le dialogue. Pour qu'on arrive à un consensus, pour qu'on arrive à une entité qui ne soit pas sujet de conflit. Parce qu'au bout, si on va avec cet entêtement-là, on arrive à des conflits. Qui en est le responsable? On ne va pas encore faire payer aux Ivoiriens nos turpitudes en tant qu'acteurs politiques. Vous savez, on a vécu 2010. Une tragédie de 3000 morts officiellement. On a vécu 2020, une tragédie de plus de 50 morts. Mais on ne va pas encore vivre 2025 avec cette tragédie de personnes, de morts qu'on va compter. Il faut aller à un processus électoral qui rassure. Et je pense qu'en indiquant la voie à suivre, l'opposition montre sa bonne foi, contrairement à ce qu'ils pensent. Moi, je dis même, je vais tirer le chapeau à l'opposition, qui depuis que Ouattara a pris le pouvoir, a montré vraiment une opposition responsable, une opposition qui a montré qu'elle veut le bien de la Côte d'Ivoire, contrairement à l'opposition que nous avons assistée quand Ouattara était dans l'opposition. Non, il ne faut pas se leurrer. La bonne opposition, c'est celle qu'on assiste aujourd'hui. Elle critique, mais elle participe. Parce qu'au-delà de la critique, il y a des points qui sont positifs, mais il faut continuer d'apporter des corrections pour qu'on arrive au meilleur. Monsieur Nassina, Monsieur Betta parle d'une commission électorale indépendante qui rassure. On sait qu'au niveau de la liste électorale, il y a certains hommes politiques en Côte d'Ivoire dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral. Il y a Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Est-ce que ce ne sont pas des cas, des exemples qui apportent, on va dire, un plus aux arguments qui sont avancés? Moi, je ne vais pas me perdre. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à ces trois personnalités dont vous avez fait allusion. S'il vous plaît. Non, parce que tu sais. Non, pourquoi je vous arrête? Permettez-moi de vous arrêter. Vous ne devez pas m'arrêter. Permettez-moi de vous arrêter cette fois. Vous savez, ce même discours-là, ils l'ont dit quand on va être dans l'opposition. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter à un papier et à cette nationalité. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter et on est arrivé à une tragédie qui nous a conduit dans la guerre, qui nous a conduit dans la division du pays. Et vous tenez encore ce dire, non, il faut arrêter un moment. Il faut arrêter un moment. Mais je vais dire ce que je vais dire. Parce que non, mais il faut arrêter parce qu'on le fait. Je reviens, je prends la parole et je redis ce que je viens de dire. Non, mais c'est dangereux. On peut pas, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ces trois personnalités. Mais ce sont quand même des personnalités influentes, des personnalités qui rassemblent, qui mobilisent, des personnalités qui impactent la vie de la Côte d'Ivoire. Cette influence-là, quand on dit quelqu'un est influent, véritablement à une échelle nationale, c'est ce qu'il pèse sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, le PPAC pèse quoi? Ils ont été aux élections législatives avec nous, ils ont été aux élections municipales avec nous, ils pèsent quoi? J'ai dit. Donc, laissons ça, laissez-moi. Non, je ne vais pas vous laisser dire des conneries sur la table. Non, je le dis. Pourquoi? Parce que c'est même temps. Je ne suis pas venu. Monsieur Betta, je ne suis pas venu. Monsieur Betta, moi, je ne suis pas venu ici. On va le laisser parler. Vous allez dire, je ne suis pas venu ici. Ne vous en faites pas. Quand il doit finir,
vous dites moi, que je vous suis pas voulez venu corriger ici certaines choses. Quand il va finir, pour faire la guerre. Parce que quand on discute comme il discute, bon, évidemment, il contribue à ne pas rassurer la population. Et donc, moi, je pense qu'il faut, on peut tout se dire, hein, vous voyez, dans une sorte de courtoisie, et puis c'est aussi une forme de démocratie. Tu parles, je parle, et puis bon, on avance et après on se tape pour savoir. On n'a pas besoin d'élever la voix. Et vous avez la parole. Ok. Allez-y. Je disais qu'il a parlé de position responsable, maintenant que nous avons. Mais une position responsable, c'est elle qui appelle à la désobéissance civile, c'est elle qui crée un Conseil national de transition. C'est ça qu'on appelle l'opposition responsable, ça. Donc, j'en passe. Maintenant, en ce qui concerne la réticence des Ivoiriens sur la liste électorale, nous en avons déjà discuté largement et partout. Aujourd'hui, Thiam, il est de l'opposition. Mais vous voyez Thiam sur le terrain, lui-même en personne, en tant que président du parti, en train de mobiliser ses troupes, aller se faire enregistrer sur la liste électorale, parce que c'est là la finalité. Mais quand vous mettez préalable, il faut un dialogue. Alors qu'on est dans la période de la révision de la liste électorale, vous refusez d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Mais alors, ça, qui perd, qui profite? Les premiers bénéficiaires, c'est les partis politiques. C'est eux qui font inscrire les gens sur la liste électorale, qui plus tard vont élire leurs candidats à eux. Mais si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous pensez que c'est un acte citoyen que de boycotter la révision de la liste électorale, comme le fait aujourd'hui le PPAC? Non, personne ne boycotte. Ne boycotte pas. Personne, non, faut pas. Moi, je peux donner des exemples. Monsieur Beta, quel exemple? Laissez-moi donner. Monsieur Beta, s'il vous plaît. Sinon, c'est quoi? On parle de aucun parti politique ne boycotte le PPAC boycotte. S'il vous plaît. Donne-nous des exemples. S'il vous plaît, monsieur Karamoko. Oui. Parce que nous, on sait. Le PPAC est sur le terrain, on voit les cadres. Moi, il y a un cas concret à Nyama. Allez-y. Il y a un cas concret à Nyama, précisément à Tinguié. On a un représentant du RADP là-bas, à qui instruction a été donnée, comme tous les représentants dans tous les quartiers d'Abidjan et même de l'intérieur du pays, d'aider ceux qui n'ont pas de papiers pour qu'ils puissent les avoir et afin d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Il y a un monsieur qui s'élève dans le village, militant du PPAC, donner l'impression que le monsieur était en train d'organiser une grosse opération de fraude. Il va monter la chefferie d'Atinguié. Et puis, la vie du monsieur est menacée. Moi, en tant que coordonnateur adjoint à Nyama, avec d'autres collègues, nous nous rendons à Atinguié, où nous allons rencontrer la chefferie, discuter à la chefferie avec les documents que le monsieur avait entre les mains. Et d'ailleurs, le monsieur, il ne se contentait pas que des militants du RADP, parce qu'on leur a dit, prenez tout le monde, aidez tout le monde, et après on ira en campagne pour, n'est-ce pas, prendre les électeurs qui vont nous suivre selon notre programme. Alors quand le chef de village a vu ça, il s'est rendu compte qu'il a été manipulé, il a interdit son domicile désormais à ce monsieur-là. Mais ça, c'est un exemple. Peut-être qu'on va dire que c'est un exemple isolé, mais c'est quand même un exemple. Mais quand moi j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a dualité dans leur discours. C'est comme ça que le PPAC, de toute façon, a toujours fonctionné. Il a un discours officiel où ils appellent à aller dans le même sens que tout le monde. Et puis, ensuite, il y a un discours officieux où ils demandent à leurs responsables de faire ce qu'ils veulent en réalité officieusement. D'accord. Ça, c'est le cas concret. Peut-être que lui, il n'a pas vécu. Moi, je dis que je l'ai vécu. Moi, j'ai pratiqué le FPI. D'accord. Monsieur Beta. Oui, vous savez, excuse-moi, chose, Khalil. Mon co-débatteur a un discours haineux. Ah bon? Moi, j'ai un discours haineux. S'il vous plaît. Non, je ne vous admets pas que vous me lancez sur mon discours haineux. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Si vous ne permettez, vous m'avez c'est vous, au contraire, qui avez un discours haineux. Je le dirai. Un discours tribal. Voilà. C'est vous qui avez un discours haineux. C'est vous qui avez un discours haineux. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Beta. C'est vous qui avez un discours haineux. Monsieur Karamoko. Pas moi, Karamoko. Monsieur Beta. Ça, c'est ça dans votre visage. Monsieur Beta, s'il vous plaît. Je mesure mes propos. S'il vous plaît. Je mesure mes propos. Pourquoi je le dis? Monsieur Beta, non, mais c'est trop grave ce qu'il dit. Mais c'est grave ce qu'il fait. Monsieur Beta, vous allez retirer vos propos gentiment, s'il vous plaît. Non, c'est pas les propos. S'il vous plaît. Si tu veux, pour la bonne marge de débat. Mais je veux dire, vous savez ce qu'il a fait. Mais ce que j'ai dit est vrai ou faux? Il jette l'anathème sur un parti politique
par des faits que lui seul, il n'a même pas documenté les faits. Je dis qu'il n'a tu même veux pas qu'il déposé vienne des la plaintes. paperasse ici? Non, il n'a même pas Mais déposé des suivez-moi, plaintes je vais vous donner auprès les des faits. autorités. Et il jette l'anathème sur un parti politique. Ce discours-là, on le connaît. Ce discours-là, on le connaît. Encore une fois, on connaît ce discours-là. Il disait tantôt qu'ils sont partis aux élections. Hein, le PPACI a été battu, il ne représente rien sur le terrain. Ouais. Mais je veux lui rappeler qu'en 2000, le RDR n'avait pas de député. Le RDR a refusé d'aller aux élections. Non, s'il te plaît. C'est pourquoi on n'avait pas de député. Alors, si vous pouvez me couper, je peux vous couper aussi. C'est faux, j'étais RDR. J'étais commissaire politique. Monsieur, s'il vous plaît. Le conseiller à l'Assemblée nationale ne veut pas dire conseiller politique. S'il vous plaît. Monsieur Beta et monsieur Karamoko, s'il vous plaît. Oui, mais moi je vais finir. Oui, vous allez finir. On va s'écouter. C'était juste pour lui montrer un aperçu que je peux le couper aussi. On va s'écouter. Il faut parler maintenant. On va s'écouter. Chacun a un temps de parole. Oui, donc si vous prenez la parole, vous allez au bout de votre développement. Et puis ensuite, l'autre aussi, il va répondre. Mais que vraiment que chacun se garde d'interrompre l'autre lorsqu'il a la parole. Donc laisse-moi finir. Donc comme je disais, vous savez, il disait tantôt que le FPI ne représente rien et le PPAC ne représente rien. Parce que, soi-disant, pour lui, ils n'ont pas d'élus et le RADP. Et il a dit aussi que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ces personnalités. Non, moi, je vais lui dire ce même discours qu'il tient aujourd'hui là. Mais souvent, quand je regarde certains acteurs politiques, je dis, mais est-ce qu'ils ont encore la mémoire? Ce même discours-là, il est dans nos archives. Mais au regard des. Il est dans nos archives. Monsieur Beta, au regard. Il a créé quoi en Côte d'Ivoire? Monsieur Beta, au regard des résultats qui ont été obtenus lors des élections locales, est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pourquoi je lui dis qu'en 2000, là, avant qu'on ait la crise armée, crise qui nous a conduit aux armes, là, le RDR, là, ils étaient dans l'opposition, ils n'avaient pas d'élus députés. Ils n'avaient pas de députés. Ils ne sont pas allés aux élections, ça aussi, il faut le préciser. On est allé au municipal, on a battu le FPI. Le PPACI a demandé à boycotter plusieurs fois des élections ici, non? Hein? Le PPACI a boycotté. Il n'y a pas des élections locales de 2023 mais je veux dire que les élections, le PPACI a participé. C'est un processus. Et on a vu les résultats qui ont été proclamés par la CEI. Non, s'il te plaît. Le RHDP est passé largement devant. Mais ça ne veut pas dire et c'est à partir de ça, il estime que les partis comme le PPACI sont insignifiants sur la scène politique à Côte d'Ivoire. C'est son avis, mais ce n'est pas l'avis des Ivoiriens. Parce que ces élections locales-là, qui sont déroulées là, sont déroulées dans un climat dans lequel même plusieurs partis avaient demandé le report. Parce que le PDCI même venait de perdre son président. Le PPACI avait demandé que certaines corrections avant d'aller aux élections. Mais comme je le dis, une opposition responsable là, malgré les conditions, elle va aux élections. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour autant qu'ils pensent qu'ils sont signifiants sur le terrain. Mais je veux dire, je reprends son discours là pour dire ce discours-là, il est rempli dans nos archives. Que celui-là, il ne compte pas. Que celui-là, il ne représente rien. Et après, voilà ce que les Ivoiriens ont vécu. Ils ont vécu une rébellion. Parce que certains avaient des aspirations que d'autres n'ont pas voulu prendre en compte. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a l'occasion avec cette opposition responsable là, qui demande le dialogue, qui n'est pas prêt à prendre des armes pour se faire entendre, lui demander un dialogue. Qu'est-ce que ça coûte au pouvoir Ouattara, qui a bénéficié du dialogue? Même sa candidature était un dialogue. Ça a été rejeté par la justice et c'est le dialogue qui a permis qu'il soit candidat. Qu'est-ce que ça lui coûte aujourd'hui de reprendre ce même dialogue-là pour permettre à tout un chacun, non seulement d'être candidat, mais de participer aux élections? Moi, je vais terminer par là. Vous imaginez une Côte d'Ivoire aujourd'hui où on arrive, on dit non, notre ancien président, Laurent Gbagbo, ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas sur notre liste électorale. Mais attends. Je dis, est-ce que vous pensez que quelqu'un nous comprendra même? Quelqu'un comprendra ce discours-là? Comme on l'a fait en 90 et en 95 pour Ouattara, sous prétexte que quelqu'un qui a été Premier ministre, on dit non, il ne peut pas être sur la liste électorale. Sous prétexte qu'il n'est pas, il a tel problème juridique. Bon, il faut arrêter cela. Les élections, c'est une entité de mesure. Que Laurent Gbagbo soit candidat, on va mesurer qu'est-ce qui pèse en Côte d'Ivoire. C'est tout. Il faut aller à l'essentiel. Est-ce qu'on a d'autres préoccupations? Aujourd'hui, Ouattara a promis de lutter contre la pauvreté. Ils sont encore en dans la pauvreté. C'est ça les logements sociaux. On n'en voit pas. C'est ça le problème. Est-ce que les différentes perceptions que les uns et les autres ont de la CEI influencent la participation des électeurs aux élections? Ça dépend de la mentalité des uns et des autres également. Si les gars sont braqués, ils sont enfermés dans une vision, dans cette bulle de laquelle
ils ne veulent pas en sortir, on ne peut rien pour eux. Mais moi, je dis, laissons à pression. Quand on regarde l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, il a beau dire qu'en 2000, nous ne sommes pas allés aux élections législatives, c'est vrai. Le RDA a refusé d'aller à ces élections parce que le président Ouattara avait injustement été éliminé. On a refusé. C'est pas injustement, c'est la justice. Alors cette fois-ci aussi, c'est la même justice qui dit que Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Ah, ok. Voilà, donc je vous réponds et puis je continue. Alors, en son temps, on a simplement dit, comme Ouattara n'est pas admis à candidater, le RDA s'est retiré du vote. On s'est purement et simplement retiré du vote sans tambour ni trompette. On a simplement pris acte. Et en 2001, pratiquement un an après, non, parce que là c'était en 2000, en décembre 2000, les élections législatives en mars 2001, soit 4 mois après, les élections municipales ont été organisées. Cette fois-ci, on s'est retrouvés. Après discussion, on a dit, bon, on va aller quand même à ces élections-là. Et nous sommes allés, on est sorti premier. Le RDR est sorti premier de la liste. Prenez les archives, vous allez voir. Alors, on a fini par mesurer qu'on a eu tort de ne pas aller aux élections législatives. Et on a dit que cette erreur ne va plus jamais nous habiter. Et on a continué à fonctionner sur ça. Et malgré tout ce qu'il y avait comme imperfection dans la façon du fonctionnement de la CEI, et malgré l'appel à Gbagbo d'aller se faire enregistrer sur la liste électorale, qu'avec un simple extrait de naissance, ce qui donnait la porte ouverte à tous ceux qui ne sont pas ivoiriens d'être sur la liste électorale, malgré tout ça, parce qu'ils voulaient plaire forcément au Burkinabé, c'était à la place, au complexe sportif de Yopougon, devant la grande communauté burkinabé, qui l'a rassuré. Il dit, je supprime la carte de séjour, mais mieux, tout le monde peut aller se faire inscrire sur la liste électorale, qu'on va faire des croisements pour détecter ce qui est bon. Donc pour vous, cette décision de Laurent Gbagbo à l'époque n'était pas bonne pour quelque chose dans les critiques qui sont formulées aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est la réalité. Vous savez, mais il était le président, il a pris la décision. Nous, on était concentrés sur le vote. Nous, on a voulu que Gbagbo soit... on voulait l'emmener à aller à ces élections pour qu'on ait à se mesurer véritablement. On n'a pas fait des palabres. Et puis nous sommes allés à ces élections. Et puisqu'on avait pris soin de faire enregistrer massivement nos militants sur la liste électorale, il y a eu un second tour et Gbagbo a été battu. Vous comprenez un peu? Alors, donc, c'est ce qu'on demande simplement au PPAC. Pendant que vous revendiquez, ce dialogue va arriver tôt ou tard. Parce que ce n'est pas vous qui devez fixer l'agenda du gouvernement. Ce n'est pas le président du PPAC qui doit fixer l'agenda du président de la République. C'est au président de la République qui s'adresse, non au président du RHDP. C'est que le temps urge. Oui, mais ce n'est pas à eux de dire ce qu'il a fait. Mais pendant ce temps, il faut aller s'inscrire massivement. Quand vous écoutez les discours de ceux qui les défendent ici, ils veulent dire qu'on va aller là-bas pour aller se faire arrêter. Pourquoi? Notre champion n'est pas sur la liste électorale. Mais la vie de la nation, la vie du PPAC ne doit pas dépendre, n'est-ce pas, d'un individu qui tôt ou tard est appelé à partir et le parti doit pouvoir traverser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la confiance des Ivoiriens? Mais pour le moment, nous sommes à une étape. Le président de la République l'a dit récemment. Le dialogue n'est pas fermé. Il y aura le dialogue politique. Ça s'est fait chaque année avant les élections. Parce que remarquez que les partis de l'opposition, généralement, c'est l'approche des élections qui crient sur tous les toits. Allons dialogue, allons dialogue, allons dialogue. Sinon, dans le fond, ils sont assis dans leur coin et bénéficient de quelques retombées financières de leurs représentants à l'Assemblée nationale et donc des financements des partis politiques. C'est constitutionnel. Ce n'est pas vous qui donnez. C'est quand tu donnes l'impression que c'est une faveur, vous la faites. Non, mais je vous dis que vous vous satisfassiez de ça. C'est ça. Voilà. Vous, puisque c'est vous l'opposition, donc vous acceptez ça, vous êtes dans votre coin. Maintenant, quand on approche les élections, pour des combats personnels, pour des agendas personnels, on sort tout ceci, cela. Vous savez, Khalil, moi j'ai pratiqué ces gens-là dans le cadre du Front du Refus. Alors qu'il était dit qu'ensemble on devait aller à des élections législatives en 2016, on a fait des réunions et des réunions au siège des leaders, avec tous ceux que tu connais comme barons dans le FPI, dans le PPAC d'aujourd'hui, avec Abdraman Sangaré en tête. Ils nous ont rassurés, on va à ces élections, on va se mettre ensemble. On va aller, il faut qu'on arrive à prendre des sièges. En dernière minute, ils nous disent d'abord, nous, comme nous sommes des personnalités de premier plan, on a dit qu'on ne participe pas à ce vote-là,
on va envoyer des seconds couteaux qui vont être vos policiers dans les différentes localités. Et puis, à la dernière minute, ils viennent et nous disent non, on ne va plus à ces élections, nous abandonnons sur le bois. Donc, la CNC, le Front du Reflet, tout ça a échoué parce que, initialement, le PPAC d'aujourd'hui, donc les Gors là, avait un agenda caché. Ils veulent toujours qu'on les accompagne dans leur combat. Mais à un moment donné, les Ivoiriens ont compris. C'est pourquoi c'est le PPAC qui fait la déclaration et non leur coalition mornée qui fait cette déclaration. Le PPAC qui fait cette déclaration. D'accord. D'accord. Beta Michel, on arrive à la question centrale de ce débat. Parlant de dissolution de la CEI, est-ce que vous êtes favorable ou pas à la dissolution de la CEI? De la CEI. Mais moi, je ne sais pas pourquoi la question peut être posée en ces termes-là. C'est-à-dire, quand tu me dis, est-ce que je suis favorable à la dissolution de la CEI, je te pose la question, mais quand je dissous la CEI, je mets quoi? C'est ça, la deuxième question. Je mets quoi? Donc, vous n'êtes pas favorable à... Non, j'en viens. Non, j'en viens. À cette requête formulée par certains acteurs politiques? Je ne suis pas PPAC. Ils ont leurs raisons, ils ont évoqué leurs raisons, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Ça, c'est leur point de vue. Moi, ce que je dis ici, je dis et je le maintiens, je dis, le président de la CEI a donné des raisons aux partis politiques de douter de lui. Ça, c'est un fait. Donc, puisqu'il a donné des raisons, ils l'ont évoqué à plusieurs points. Donc, c'est dans leur droit de demander, écoute, puisque tu ne nous rassures pas. Alors, vous dites que le président de la CEI a donné des raisons aux acteurs politiques de douter de la CEI. Oui. Il y a un acteur politique, notamment le PPACI, qui demande la dissolution. Mais c'est ce qu'il a prêté, le flanc qu'il a prêté là. De la CEI. Vous posez la question, si on dissout la CEI, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que pour moi, il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections avec une entité tirage-sur. C'est pourquoi je l'appelle toujours. Et quelle est cette entité? Selon vous, elle ressemble à quoi? Elle doit ressembler à quoi? Il faut continuer avec la CEI, il faut juste la réformer à certains niveaux. Non, mais j'ai dit, là n'est pas mon... Moi, je ne suis même pas à ce niveau-là. Parce que je me dis, si les entités politiques qui sont engagées dans le processus électoral trouvent la formule qui peut les rassurer pour aller aux élections, je suis prêt. C'est ça ma pression. Mais vous, en tant qu'observateur, moi, en tant qu'observateur, je dis que le président de la CEI a donné des raisons aux partis d'opposition de douter de sa crédibilité. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous dites que ça renforce la méfiance des Ivoiriens vis-à-vis du processus électoral. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut continuer avec cette CEI ou il faut la renouveler? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut dans ces conditions-là, il faut réunir les entités, il faut réunir les acteurs pour encore trouver les voies et moyens d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas se cacher que cette CEI est la forme des débats. C'est les décisions, les entités engagées dans le processus, leurs débats qui ont construit cette CEI-là. Si aujourd'hui, ces mêmes entités-là trouvent des failles, il faut encore reconstruire, il faut construire quelque chose qui les rassure et aller aux élections. Pour moi, je suis preneur d'une Côte d'Ivoire de paix. Je suis preneur d'une Côte d'Ivoire où les entités électorales ne soient pas source de conflits. Je suis preneur d'une Côte d'Ivoire qui n'entraîne pas 3 000 morts, 50 000 morts, 50 morts, 80 morts après les élections. Moi, c'est ça, de ça je suis preneur. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est par le dialogue. C'est pourquoi je suis contre le fait que l'entité RDP, à la tête son président Alassane Ouattara, de les voir, je lui dis, de les voir encore à ce jour-là, au mois des élections, botter en touche la volonté du dialogue de l'opposition. J'ai dit, mais attends, ils sont dangereux pour la paix. C'est ça, ma préoccupation. D'accord. Lansina, dissoudre la CEI, ça vous inspire quoi? Mais vous savez, quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital et qui fait la fièvre, le médecin, bien évidemment, la première des choses, c'est de lui placer un thermomètre pour voir le niveau de sa fièvre. Qu'est-ce que vous voulez signifier par cette image? Cette image, quand on va dire qu'il a 40 degrés ou 41 degrés, il faut voir d'où vient le mal. On ne casse pas le thermomètre. Casser le thermomètre ne résout pas le problème. Casser le thermomètre ne résout pas le problème. Il faut diagnostiquer le mal, le traiter de sorte que la température puisse baisser. Si tel est que le PPAC pense qu'il y a les dispositions du fonctionnement de la CEI ne rassurent pas, que le président de la CEI ne rassure pas,
Mais je crois bien que Laurent Gbagbo, qui est à la tête de ce parti politique, était quand même... il a une longue histoire, lui-même il est historien, mais il a une longue histoire de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il sait par quelle voie passer pour que nous puissions arriver à ce dialogue qui, de toutes les façons, va arriver. Hein? Mais ne peut pas venir dissoudre. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée qu'on a déjà vu ça. Lui-même a dissous. Qu'est-ce qu'il a mis à la place? C'est ce que, justement, je suis d'accord avec lui sur cette question. Quand on dissout la CEI, là, on met quoi à la place? Lui-même, là, dans la précipitation, puisqu'il avait le pouvoir ces jours-là, il a pris l'article 48, il a dissous la CEI, et puis il a reconduit la même chose. Non, il a dissous la CEI. Il a reconduit la même chose. Avec un autre président. Non, il a demandé au Premier ministre, allez dans les archives, vous avez vu, il a demandé au Premier ministre de lui proposer un autre CEI avec un nouveau format. Je vous ai bien compris, mais ce qui m'intéresse, il n'a pas dit. C'est l'acte de dissolution de la CEI qui m'intéresse ici. Oui, justement, c'est quoi j'ai dit. À l'époque, en 2009, je viens, mais ça n'a pas empêché. Il faut s'apaisantir, il faut s'attarder sur ce dialogue qui certainement doit pouvoir permettre, n'est-ce pas, de calmer les uns et les autres. Et ce dialogue arrivera. Nous, on a confiance au président de la République. Parce que ce n'est pas un dialogue qui interpelle le RADP, c'est un dialogue qui interpelle le président de la République, donc la première personnalité de notre pays. Donc ce dialogue-là, tôt ou tard, il viendra parce que quand même le président est soucieux, n'est-ce pas, que notre pays reste continuellement en paix parce qu'on a vu déjà les retombées, n'est-ce pas, de l'ambiance de paix qu'il y a en Côte d'Ivoire. Alors donc ce dialogue va arriver, mais d'ici la CEI, c'est un peu enfantin, mais je crois que c'est plus buzz. Vous savez ce que c'est, peut-être qu'ils vont avoir... C'est pas donc une solution viable au problème ça ne veut absolument rien dire dissoudre. Maintenant, quand on va dissoudre, comme l'a dit, on met quoi à la place? Ils ont proposé quoi? Quand ils disent on dissout là, ils ont proposé quoi? Ils n'ont qu'à proposer quelque chose. Certains vous diront par exemple de retourner à l'ancienne formule où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Vous savez, si le président dit demain, bon, à partir d'aujourd'hui, la CEI est dissoute, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit organiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, la CNE, la Commission nationale électorale, qui a dirigé, qui a géré les élections présidentielles de 2000, c'était Honoré Guier. C'était quand même reconnu comme véritablement un homme de la société civile. Mais après, quand Gbagbo a été élu, mais ils ont botté ça en touche. Et cette forme de commission électorale que nous avons aujourd'hui, c'est Gbagbo qui l'a initiée en 2001. Un an après son élection, c'est Gbagbo qui l'a fait en octobre 2001. D'accord, on vous a bien compris. Alors, M. Betta, on n'a pas perçu clairement votre position face à cette question de dissolution. Est-ce que pour vous, dissoudre la CEI présenterait plus de risques que d'avantages? Voyez-vous, quand vous dites que vous n'avez pas perçu ma position, je suis surpris. Quand ma position a été très claire, je l'ai dit. Je dis pour moi. Monsieur Lansina, vous avez perçu la position? Moi, il n'a rien perçu. Il a, comme Adingra le fait, il a mis du feu dans notre visage. Sinon, moi, il n'a rien dit. Je réponds à ma question. Est-ce que pour vous, dissoudre la CEI présenterait plus de risques que d'avantages? Dissoudre la CEI même. Parce que si moi, je dis aujourd'hui dissoudre la CEI, il faut que je puisse proposer. Parce que pour moi, je suis preneur d'élection. Donc, quand je dis dissoudre, il faut que je puisse proposer. Je ne veux pas dissoudre pour dire dissoudre, pour dire que parce que ce mot-là, il est un peu rébarbatif, il résonne bien dans les oreilles de certaines personnes, dire dissoudre. Et nous sommes à 11 mois de la présidentielle. Est-ce que le timing est bon pour ça? Non, pour moi, ce qui serait avantageux pour toute la classe politique, c'est de s'asseoir. Parce que je le dis et je le répète, si nous allons à ces élections, dans cette condition, avec ces seuils qui ne rassurent pas certaines entités de la classe politique, nous aurons posé les germes d'une situation conflictuelle qui peut dégénérer après les élections. C'est ça ma préoccupation. Donc c'est pourquoi je dis que quand on dissout la CEI, qu'on la laisse, pour moi la question n'est même, moi je ne suis même pas à ce niveau, mais je pense que ceux qui l'ont dit ont donné des raisons objectives, parce qu'en lisant leur communiqué, ils ont donné des pistes dans lesquelles ils justifient leur volonté de voir dissoudre. Alors, M. Karamoko a posé une question. Si on dissout la CEI, qu'est-ce qu'on fait? On confie l'élection au ministère de l'Intérieur. Est-ce que les gens vont l'accepter? Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai dit et je l'ai répété sur ce plateau. J'ai dit il faut que ceux qui ont à charge
la conduite d'un processus, ou bien certaines responsabilités en Côte d'Ivoire, prennent la mesure pleine de leur responsabilité. Parce que ce n'est pas la culpabilité, mais de la responsabilité. Quand tu es à charge, même si aujourd'hui on confie ça au ministère de l'Intérieur, les préfets, les sous-préfets, s'ils ont la mesure de leur responsabilité vis-à-vis de la nation, je crois qu'ils peuvent bien conduire les choses. C'est ce que je répète. Je dis aujourd'hui, quand on a écouté le président de la CEI, quand on a vu ses réponses vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de ces leçons qu'il donne à l'opposition, même, au point même que le porte-parole du gouvernement même dit à l'opposition, quand on lui demande, on lui présente les gars, il dit non, qu'à s'adresser à la CEI. Comme si la CEI a le remède de tout ce que l'opposition demande. Donc, il y a une sorte de connivence entre la CEI et le pouvoir. Donc, pour vous, ce n'est pas la CEI qu'on doit s'adresser pour ces questions? Non, mais je crois que le porte-parole du gouvernement connaît les préoccupations de l'opposition mieux que la CEI, parce qu'ils disent avoir adressé plusieurs courriers au gouvernement pour appeler au dialogue avec les points qui sont les préoccupations. Quand il dit adressez-vous à la CEI, je pense qu'il minimise les préoccupations des uns et des autres au point de donner l'impression que la CEI a des solutions, là où le président de la CEI même dit lui, il n'a pas la solution au problème de l'opposition. Bref, je dis en fait, arrêtons ce petit jeu-là. Arrêtons ce petit jeu-là et concentrons-nous sur la vie de la nation. On est en train de construire une nation. On n'est pas en train d'installer un parti politique, ni faire le nid d'un candidat quelconque. Aujourd'hui même, Ouattara est en passe de briguer un 4e mandat, ce qui est une horreur, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Parce que quand on regarde la volonté des Ivoiriens, c'est qu'il y ait une alternance pacifique du pouvoir. Soit que la passation du pouvoir soit quelque chose d'aisé après 2 mandats et qu'on en passe à autre chose. Mais quand on regarde tout ce qui se dit, tout ce qui se fait aujourd'hui, on a l'impression, et c'est dommage, qu'il y a un camp qui n'est pas pour la paix. Il y a un camp qui n'est pas pour le dialogue. Il y a un camp qui veut nous entraîner encore dans des élections conflictuelles. Et ce camp-là, c'est le RADP. C'est pourquoi je les appelle au dialogue. Accepter le dialogue, c'est l'arme des forts. Nous disons, il faut gagner. Alors, M. Betta disait, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, qui est cadre du RHDP, qui, répondant aux préoccupations de l'opposition, leur demande d'aller s'adresser à la CEI, selon Betta. C'est dit qu'il y a une sorte de connivence entre le RHDP et la CEI. Vous êtes partenaire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle connivence ou partenaire. Je crois qu'il est conduit là où on doit mener cette discussion. Le gouvernement n'a pas vocation de discuter des questions électorales. Est-ce que vous pensez que la CEI a la réponse à la solution aux griefs qui sont formulés par l'opposition? Est-ce que vous pensez visiblement que la CEI peut résoudre ce problème? La CEI peut résoudre le problème. Il suffit, puisque j'ai dit que la CEI fonctionne sur 2 bases. Il y a le fondement juridique et puis il y a les accords politiques. Les accords politiques, c'est qui? C'est les acteurs politiques qui se sont retrouvés et puis qui ont mis cette CEI. Cette CEI-là, n'oublions pas, parce que les gens l'oublient très souvent, avant l'avènement de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante. Sous Gueye, il y a eu la CNE, la Commission nationale électorale. La CEI a été fondée par Laurent Gbagbo. C'était, quand tu regardes bien, quand tu regardes les textes fondateurs, cette chose ne fonctionne pas mal. Alors maintenant, ne fonctionne pas bien. Alors donc, tu ne peux pas, maintenant que tu es dans l'opposition, venir dire on va dissoudre et puis on n'a qu'à s'en tenir à ce que toi tu veux. Quand tu étais au pouvoir, tu dis c'est toi qui as les leviers du bateau en main. Donc, quelqu'un d'autre vient, lui, n'a pas le levier, c'est toi encore dans l'opposition qui a le levier. C'est l'attitude de l'opposant, c'est ça? C'est l'attitude de l'opposant, c'est normal qu'il dise ce qu'il fait. C'est comme ça Laurent Gbagbo, c'est l'attitude de l'opposant. Quand il dit, par exemple, qu'un 4e mandat du président Ouattara, un autre mandat du président Ouattara, c'est une horreur. Et quand lui donne 2 milliards cadeaux à Chirac, ce n'est pas une horreur. Tu vois cette dualité dans l'attitude de Laurent Gbagbo. Il est su quoi? Tu comprends un peu? Non, quoi? Non. Tu su quoi? Il a fait une digression. On est dans le débat, il fait la digression. Alors, dangereux, tu sais combien Ouattara donne? Comment on prête Ouattara n'a jamais dit sur la place publique qu'il a donné de l'argent à quelqu'un, c'est pas vous qui l'a dit. Donc on parle de ça. C'est le fait, c'est factuel. Bon, maintenant je reviens sur la question. Ce pic que j'ai envoyé là, ça le gêne énormément. Donc on reviendra sur ça désormais, prochainement. Maintenant, on revient rapidement sur la question. Je l'ai dit, ce n'est pas à l'opposition d'imprimer le rythme de fonctionnement du gouvernement. Encore moins du RADP. On est indépendant, RADP, ils sont PPAC, ils sont indépendants, c'est eux qui fonctionnent selon leurs textes, nous on fonctionne selon nos textes, mais il y a l'entité qui est au-dessus de tout ça, la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement.
Maintenant, c'est au gouvernement de décider quand ils vont ouvrir le dialogue, parce que le gouvernement, de toutes les façons, va ouvrir le dialogue. Le dialogue va s'ouvrir, mais ce n'est pas à eux qui définissent le timing. Et quand le dialogue va arriver, alors ce sont les mêmes acteurs politiques encore, qui vont se retrouver autour de la table pour discuter. Et puis ce qui sortira de là, on va l'appliquer. Mais pour le moment, on est sur la question de la révision de la liste électorale. C'est une procédure qui est irréversible. Allons-y nous faire enregistrer, parce que si finalement on va au dialogue, que vos préoccupations sont satisfaites et que vous n'avez personne sur la liste électorale, vous allez encore demander une fois qu'on rouvre une nouvelle révision de la liste électorale. Ce n'est pas responsable. On vous a compris. Alors, M. Betta, vous dénonciez tout à l'heure la présence dans, on va dire, la CEI d'un représentant du président de la République qui, pour vous, ne garantit pas un processus électoral transparent. Est-ce que, comme solution à votre niveau, pour plus de transparence dans le processus électoral, à défaut d'une dissolution de la CEI, il faut revoir la composition, retirer de la CEI le représentant du président de la République, du gouvernement et autres? Non, ce sera, en fait, c'est un peu tiré par les cheveux les solutions que vous proposez. Tu sais, la nomenclature de la CEI a plusieurs dispositions. Il faut, si les uns et les autres estiment que ce n'est pas de nature à les rassurer, il faut rediscuter, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'enlever une entité... On rediscute comment? C'est ça, parce que ça fait partie aussi des griefs de l'opposition qui estime que la composition de la CEI est biaisée, ça ne favorise pas l'opposition, c'est plutôt au profit du pouvoir, avec plus de représentants que l'opposition. Quand vous dites qu'il faut rediscuter, comment on rediscute de cette question? Non, mais c'est ça. C'est pourquoi je demande s'il faut, selon vous, retirer de cette CEI le représentant du président de la République, ou il faut diminuer ceux qui représentent l'exécutif. Non, il faut arriver à quelque chose de consensuel. Parce que quand je dis retirer tel, mais si on le retire, puis on le remplace par un autre. Si on dit, bon, on retire le représentant du président de la République, puis on met le représentant du président du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui a changé? C'est plus le même président. Donc la composition ne vous pose pas de problème? Moi c'est pas. J'ai dit, les termes même de cette composition-là, si d'autres estiment que ce n'est pas correct, c'est pas de. Parce qu'en fait. Mais pourquoi avoir dénoncé alors sur ce plateau la présence du représentant dans la CEI? Mais j'ai fait remarquer simplement que le président de la République a un représentant qui a du mal peut-être lui-même à se départir. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de devoir de gratitude. Parce que si tu représentes quelqu'un, mais tu ne lui es pas redevable. Tu ne lui es pas redevable. Il faut faire ton travail en toute impartialité. C'est ce qui est demandé. C'est ça. En fait, ce n'est pas le fait que quelqu'un te dit, te met à un poste, mais comme tu sais la République, tu sais l'État, il faut faire les choses en fonction des exigences étatiques pour faire ton travail de façon pleine et entière et non pas vouloir satisfaire celui qui t'a nommé. C'est ça la question. Voilà. D'accord. Monsieur, est-ce que dissoudre la CEI, ça pourrait avoir un impact sur le processus électoral? On sait que l'élection, c'est dans, on va dire, moins d'un an, on va dire 11 mois exactement. Est-ce que si on dissout la CEI, ça va impacter forcément J'ai dit, cette idée de dire on n'a qu'à dissoudre la CEI, comme le président Ouattara, au-delà du fait qu'il soit le président de la République, donc qui gère les affaires de la République, n'est pas quand même un novice en politique. Ça là, si on accède à ça, c'est la crise qui est ouverte. Elle ne va plus se refermer. Et si les on élections, dissout, selon vous, si on dissout la CEI actuellement, qui est ouverte, il ne faut jamais s'amuser à le faire. Élection en 2025. Même 2027. Je crois que c'est ce qu'on dit, il faut s'asseoir pour discuter. OK? Parce que quand le président de la République a un représentant qu'il a nommé, ça ne date pas d'hier. Depuis 2001, le président de la République a un représentant, le président de l'Assemblée nationale a un représentant, le ministre comment on appelle, le ministre de l'Intérieur a un représentant, le président du Conseil économique a un représentant, etc. C'est des dispositions qui existent. Les gens ont tendance à faire croire que c'est maintenant que ça existe. Mais tous ceux dont vous parlez sont mais qui a écrit? Parce que hier, ça l'arrangeait. Il a écrit. Aujourd'hui, ça ne l'arrange pas. Il dénonce. Mais attends, il faut quand même, comme il a si bien dit, qu'on soit républicain. Qu'on passe à l'intérêt de la nation, n'est-ce pas?
Voilà, il ne faut pas dire une chose hier parce que ça t'arrange, et puis venir dire une autre aujourd'hui parce que ça ne t'arrange pas. Ce que moi, je retiens, il faut qu'on se retrouve pour discuter ce qu'il y a à enlever, on peut enlever, mais il faut le faire dans la courtoisie. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. Je voudrais faire réagir M. Betta sur cela. Quand vous dites que si on dissout la CEI, c'est la porte ouverte à la crise et ce n'est même pas évident qu'on puisse tenir l'élection présidentielle en 2025 et même 2027, M. Betta. Non, ça c'est son point de vue, ça n'a rien à voir avec la réalité. Dissoudre la CEI, c'est pas. Le gouvernement est dissous chaque fois. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Non, ce n'est pas la même chose. Non, je ne viens pas dissoudre. C'est pas la même chose. Non, dissoudre une entité, ça n'a rien de conflictuel. Hein? On dissout l'entité, on met d'autres personnalités, on met d'autres en forme d'entité. D'autres formes ou bien d'autres personnalités? D'autres personnalités, d'autres formes. Parce qu'en fait, c'est des tests. C'est de changer les tests, c'est de mettre les personnalités qu'il faut, c'est tout. Sinon, il ne faut pas dramatiser ce qui ne mérite pas. Parce qu'en 2009, quand on a dissous la CEI, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de... Non. En 2009, il aurait fallu... si on voulait aller loin, je vous explique. Hein. C'était en 2010, plus précisément en février 2010, le 12 février 2010. Si... Sans ça, on aurait évité la crise? Non, je vous explique en 2 mots seulement. Si Gbagbo était allé jusqu'au bout de ses idées, c'est-à-dire dissoudre véritablement la CEI, c'est-à-dire remettre tout à plat, pour qu'on revienne nous asseoir autour de la table, pour discuter, et puis mettre en place un nouveau format, comme il avait souhaité, on n'aurait pas fait les élections présidentielles en 2010. C'est un remaniement. Ce n'est pas un remaniement. Par lui, on refonde, on détruit tout, et puis les acteurs politiques, une fois, une nouvelle voix viennent s'asseoir autour de la table, et les discussions s'ouvrent. Quand tu connais un peu la défense des intérêts des uns de ce qui est normal, on n'en a même pas fait les élections présidentielles en 2010. C'est pas vrai. D'accord, on va laisser M. Betta continuer, qui était en train de se prononcer sur Non, moi je pense qu'on peut dissoudre la CEI et puis continuer à vaquer à nos occupations simplement et puis aller aux élections. Ça, c'est pas voilà, tout comme on peut aller aux élections dans ces conditions et puis bon, on va vaquer à nos occupations. Non, comme on a la fin, maintenant on peut... On a la fin du débat. On va faire un dernier tour de table rapidement pour conclure. M. Betta, comment ça par vous? Oui, moi personnellement, je dis que nous sommes en train de construire une jeune nation. Nous venons de suivre un peu les élections américaines qui nous ont donné un bon spectacle de démocratie. Moi, je pense qu'il faut travailler à arriver à cela. Il faut travailler à arriver à cela. Nous ne sommes pas en train d'installer un président. Parce que je crois que le RHDP a un problème. C'est-à-dire, si la CEI est comme ça, certainement que peut-être ils sont sûrs de gagner. Mais ça va changer quoi? Ça fait combien d'années vous êtes là? Ça fait 15 ans maintenant, on va partir dans une 20e année. Bon, je crois que ce n'est pas la place de Ouattara, ce n'est pas la place de Gbagbo, ce n'est pas la place. On cherche que nos élections ne soient pas source de conflit. Et pour cela, tout ce qu'il est possible de faire pour y arriver, faisons-le. C'est dans notre intérêt et c'est dans l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants. D'accord. Alors, vous dites que ça fait 15 ans que le président Ouattara, le RHDP est au pouvoir, qu'on va vers une 20e année. Est-ce que vous prédisez la victoire du RHDP en 2025, c'est ça? Non, loin s'en faut. Je dis, il veut se programmer pour une 20e année. C'est une horreur. Alors, votre tour pour terminer. Voilà, moi, je crois qu'il faut que les Ivoiriens, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se faire confiance et que ces murs de méfiance entre nous soient brisés. Et avant l'arrivée du multipartisme, on a vécu en bonne intelligence et même le président Oufoué en son temps avait, à l'intérieur du parti unique, ouvert une brèche pour la démocratie interne. On ne nommait plus les députés, on ne nommait plus les maires, c'était des votes, des campagnes. Mais on n'a pas dérapé en son temps. Pourquoi on le ferait aujourd'hui? Il faut qu'on comprenne qu'on est tous de la même famille. On a un pays qui est très jeune aujourd'hui. Il a parlé de la démocratie américaine qui a peut-être 300 ans. Nous, on a quoi? 64 ans. Et donc, c'est une jeune démocratie que nous sommes en train de construire. On a fait l'expérience de la CEI. Peut-être qu'il faut changer tout ça un jour ou l'autre. Mais tout ça ne peut se faire que dans un cadre de paix, de confiance retrouvée entre nous. Et puis, on va y arriver. Toutefois, je demande au PPAC de mettre la balle à terre. Ce n'est pas en faisant ces genres de sorties qu'on va régler le problème. Le président Gbagbo, il sait qu'il peut prendre son téléphone et appeler le président Ouattara et qu'il va le prendre au téléphone. Il le sait très bien. Donc, il ne faut pas qu'il fasse semblant d'avoir l'un pour l'autre une haine, ce qui n'est pas vrai. Les deux ont la possibilité de se parler
et puis de provoquer, n'est-ce pas, directement ce dialogue. Comme Gbagbo aime tant le mot dialogue direct, il suffit qu'il prenne son téléphone pour dire, bon, chers frères, je crois que l'heure est venue qu'on se retrouve pour discuter. Il faut qu'il casse les murs de méchants, il faut qu'il mette la confiance. Et qu'on arrête de manipuler les Ivoiriens. Et ce n'est pas bon pour notre pays, notre jeune nation qui est en train de... D'accord. En attendant que cette discussion ne soit ouverte entre les différents acteurs politiques pour un processus électoral en Côte d'Ivoire transparent et apaisé, on vous dit merci d'avoir accepté de venir discuter sur ce sujet. Merci infiniment à tous les deux de votre présence sans cesse sur ce plateau pour nous aider à pouvoir développer et réfléchir autour des thématiques qui intéressent la vie de la nation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Le Débat.